Elon Musk, ce mec a le PIB de la Hongrie sur son compte en banque. Alors avec assez d'argent pour construire un putain de pays, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a racheté des entreprises, rien de bien fou. Il a racheté des entreprises en faisant crari, c'est lui qui les avait fondées. Il a dégagé les créateurs de Tesla de leur entreprise tout en ruinant leur réputation, tout ça pour s'accaparer tout le mérite. Il nique l'environnement pour les batteries au lithium de ses voitures et surtout pour ses petites fusées et son programme spatial vers Mars, alors que tous les scientifiques s'accordent plus ou moins à dire que un voyage vers Mars c'est pas envisageable. Bon, ok Raphaël, mais on en a rien à foutre de l'environnement. Bah dans ce cas-là, vous en avez peut-être quelque chose à faire des conditions de travail dans ces entreprises. Bon, je vous passe les détails, mais pour Tesla par exemple, harcèlement moral, harcèlement sexuel, une liste longue comme le bras... C'était un salut romain, les gars. Oui, bon, ok, peut-être que Elon Musk c'est un connard, mais Mark Zuckerberg il est gentil, non? Facebook? Instagram? Meta est un désastre pour l'environnement et pour la protection des données personnelles. Ok, mais Jeff Bezos il est sympa, non? En plus, il est super gentil dans des interviews, il rigole tout le temps. Amazon! Les usines d'Amazon sont littéralement des camps d'esclavage modernes. Oui, est-ce qu'il y a un milliardaire sympa en fait? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Geekeries du dimanche, la seule série qui sort tous les jours. Sauf le dimanche, et aujourd'hui on va se poser cette fameuse question qui tourne pas mal dans les esprits ces derniers temps. Comme vous le savez, vous commencez à me connaître, pour vraiment répondre à cette question, faut d'abord comprendre son origine. Je pense que vous aviez pas besoin de moi pour le faire remarquer, mais cette période 2024, début 2025, c'est une période sacrément tendue politiquement. Mais bien que les élections récentes semblent dire le contraire, la gauche d'internet commence à gagner en puissance. Il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer, mais en général on peut accorder ça à un ras-le-bol de l'alt-right dans son ensemble. Là où, au contraire, en 2015, on commençait à constater un début de ras-le-bol de la gauche woke, l'alt-right s'imposait comme le cool kid, l'opposant à la doxa. Mais il semble que depuis que des gouvernements de droite ont commencé à être élus à peu près partout, les gens commencent à se dire ah, c'était pas si fou, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est bizarre, j'ai voté Trump, maintenant j'ai plus le droit à l'avortement. Bon, je vais arrêter de lancer des pics politiques et revenir au sujet. Le début d'ascendance de la gauche a permis d'éveiller pas mal de gens aux questions qui tournent autour du capitalisme, et en particulier à mettre en avant un concept inspiré de Karl Marx, la conception du monde sous forme de classe sociale. C'est une idée super intéressante parce qu'en premier lieu, elle permet de mettre en avant la notion de ressources, et en particulier de mettre en avant le fait que l'argent, aujourd'hui, c'est la ressource ultime. On peut littéralement tout faire avec l'argent. Acheter un service, acheter un objet, acheter un savoir. L'argent, c'est une ressource performative. On peut demander à des gens de faire des choses pour nous contre de l'argent. Et donc forcément, ça pose un énorme problème aux structures étatiques. Parce que si quelqu'un avec assez d'argent peut faire littéralement tout ce qu'il veut, il peut faire tout le bien qu'il veut comme tout le mal qu'il veut. C'est pour ça que la loi existe. Et toujours est-il qu'un jugement au tribunal peut être trafiqué par de la corruption, par de l'argent. Même si la loi est là pour contrebalancer le pouvoir absolument ahurissant de l'argent, la balance reste déséquilibrée. Revenons à l'idée des classes sociales. Bon, je vous fais un énorme résumé. Ça couvre pas l'intégralité de la complexité de l'idée des classes sociales. Mais en gros, on peut résumer en disant que tous les humains appartiennent à une de ces trois catégories. Classe populaire, classe moyenne, riche, ou ce que vous voulez. Ces trois classes se basent sur les conditions d'existence. Pour pouvoir exister sainement, il faut qu'on puisse manger à notre faim, qu'on ait un chez-soi, qu'on ait la propreté, qu'on ait des services médicaux, mais aussi de quoi s'éveiller l'esprit. On a tendance à l'oublier, mais le physique c'est important, l'esprit tout autant. Donc bref, il faut de quoi manger, dormir, s'éduquer. Ces besoins, ils nécessitent qu'on obtienne certaines ressources, certaines valeurs. On peut manger parce qu'on a obtenu de la viande. On peut dormir parce qu'on a un lieu de vie salubre. On peut s'éduquer parce qu'on a le temps libre nécessaire à ça. Et dans un système capitaliste, toutes les ressources, on peut les obtenir avec une seule ressource, l'argent, qui permet donc ensuite la vie économique. Les classes populaires, les classes moyennes et les riches sont tous définis par leurs revenus. Par exemple, les classes populaires ont juste assez, voire pas assez de revenus pour revenir à leurs besoins moyens. Si celles-ci ont déjà des difficultés à vivre confortablement, ça va fatalement les pousser à travailler plus, à générer plus d'argent, et donc pas nécessairement à vivre dans plus de confort. Sans oublier qu'à force de trimer et à se mettre en difficulté, ils ne sont pas en condition physique ni mentale à la réflexion, à l'éducation. C'est pour cette raison-là qu'on associe en général un manque de compétences linguistiques à la pauvreté. C'est pas que les gens de classe populaire ne sont pas assez intelligents, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'apprendre. La classe moyenne, forcément, se placerait au-dessus en termes de revenus. Assez de revenus pour subvenir à leurs besoins, et même un petit peu plus. Mais pas forcément assez d'argent pour créer des entreprises, des moyens de production. Et les riches et bourgeois, eux, évidemment, se placent au top du top. Et en particulier, ce qui les caractérise, c'est pas juste les pépettes, c'est avoir assez d'argent pour contrôler les entreprises.
entreprises, les industries. Des industries dans lesquelles les classes populaires pourraient travailler pour fabriquer des ressources qui serviraient aux classes moyennes. Ces dites classes moyennes qui financeraient donc les riches. Encore une fois, c'est un schéma extrêmement simplifié que je viens de vous présenter. Il n'y a pas juste pauvres, moyens, riches. Il y a plein de niveaux de richesse, plein de niveaux de pauvreté. Et vous inquiétez pas qu'être pauvre en France, c'est clairement pas la même chose qu'être riche en Éthiopie. Mais déjà, on voit le premier problème avec la question de richesse. Pourquoi est-ce que quelqu'un se permettrait d'avoir un surplus d'argent au détriment d'autres? Purée, pourquoi est-ce qu'on prend pas ça et on le met pas là? C'est justement le principe sur lequel s'appuie le communisme. En gros, l'objectif c'est l'égalité entre tout le monde et c'est l'État qui redistribue les richesses. Mais est-ce que le fait de redistribuer les richesses, ce serait pas un peu contre la liberté? Comme je l'ai dit avant, l'argent c'est une ressource. Et oui, certes, on peut l'utiliser pour revenir à ses besoins primaires, mais on peut aussi l'utiliser pour autre chose. Peut-être pour améliorer la condition des gens, pour faire de l'art, pour faire d'autres trucs. Est-ce que redistribuer les richesses, ça niquerait pas tout le système qu'on vient d'établir? Eh bah si, et là est justement tout le problème de la politique. Parce que peu importe le nombre d'institutions qu'on crée, peu importe le nombre d'instances qu'on crée, au final, les gens qui les dirigent, bah c'est des humains. Et les humains, parmi les 8 milliards qu'ils sont, bah il y en a forcément 2-3 qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, il y en a forcément 2-3 qui en ont un peu rien à foutre, 2-3 qui sont super énervés et qui ont envie de tout casser, ou encore 2-3 qui ont un peu envie de profiter du système et d'exploiter tout le monde pour la puissance. En plus d'essayer de gérer les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a déjà sur cette terre, ça tente de gérer les 8 milliards d'êtres humains du futur, qui sont pas encore nés. Imaginez un peu gérer 8 milliards de gens qui n'existent tout simplement pas à l'heure actuelle. Le capitalisme, comme on l'a vu, c'est un système qui fonctionne. Mais c'est un système typiquement inégalitaire, car il se fait au détriment des plus pauvres. Plus on descend dans l'échelle sociale, plus on se déclasse, plus on se met en difficulté. Et en même temps, on a besoin des classes populaires. Parce que bah sinon, je peux pas avoir ce micro, je peux pas avoir ce téléphone. Et je pourrais pas faire cette vidéo, vous pourriez pas la regarder. Dans un monde idéal, il y aurait assez de ressources pour que tout le monde puisse subvenir à ses besoins primaires. Dans ce cas-là, on pourra installer un État ferme qui subvient à l'aide des plus pauvres, sans pour autant essayer de contrecarrer les autres, ceux qui essaient de décoller. Sauf que la vérité est frappante. On n'a pas assez de ressources pour l'humanité tout entière. Alors comment est-ce qu'on fait? On se met tous pauvres pareil? Ou on donne à certains plutôt que de donner à d'autres? Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on le justifie? Sans oublier qu'on peut pas lâcher nos moyens de production actuels. Parce que si on a déjà pas assez pour l'humanité tout entière, si on lâche les industries, la technologie numérique, alors là on coule plus bas que terre. Les machines dans la production, c'est supra important. Alors on fait quoi? Bah le capitalisme. Eh bah oui, le capitalisme, c'est un système qui fonctionne, qui se renouvelle de lui-même, et dans lequel chacun a sa place, sa classe. Mais aussi égalitaire veut-il être, le capitalisme ne fait que répéter les schémas de pouvoir de l'histoire, qu'on a pu observer déjà sur plusieurs millénaires. Avant la révolution industrielle, en France, c'était les classes populaires qui prenaient les rôles d'ouvriers, ou encore de mineurs, alors que les deux sont des titres extrêmement dangereux. Bref, leurs conditions de vie n'étaient pas enviables, et même s'il n'y avait pas de Jeff Bezos à l'époque, c'était quand même des riches internationaux qui possédaient la plupart des entreprises, voire nationaux évidemment. Et si on revient encore un peu avant avec la découverte des Amériques, on peut penser à la traite négrière. Super sujet. Super sujet, Raphaël. Eh bien, à cette époque-là, les Noirs africains étaient utilisés dans les champs de coton pour produire de la matière première qui allait servir aux Européens et qui allait payer pour ces matières premières, car les riches sont au top et gèrent le business. Et oui, forcément que le capitalisme est un système 1000 fois plus égalitaire que la traite négrière. Mais bien qu'il y ait de l'argent, faut le reconnaître, ça suit plus ou moins le même principe. La batterie en lithium de mon téléphone, elle a été minée par un enfant en Afrique. Mon téléphone, il a été assemblé par des petits Chinois en usine. Bref, quasiment tous les éléments qui nous entourent, que ce soit ce tableau, ce PC, peut-être ce ventilateur, sont issus de l'exploitation. De l'exploitation de gens qui n'ont pas les moyens de revenir à leurs besoins les plus primaires. Et donc qui taffent non-stop. Revenons aux riches. Donc pour être riche, il faut posséder les moyens de production. C'est-à-dire avoir la main mise sur une industrie, un produit, un service, qui va être rendu par ceux qui sont nos employés. Et même si j'ai pas mal mis l'emphase sur les classes populaires, les classes moyennes, bien sûr, peuvent être également salariées de grandes entreprises. Mais bien sûr, elles ne travailleront pas dans les mêmes domaines. Pas en usine, mais en magasin, en service. Forcément, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir gérer tout ça, parce qu'il faut pouvoir offrir un salaire décent à tous ces travailleurs. Mais ceux qui ont plus de 100 milliards sur leur compte en banque, on se doute bien qu'ils les ont pas fait apparaître de nulle part. Comme j'ai dit au début, ça a assez d'argent pour construire un putain de pays, sauf qu'ils ont pas un pays tout entier qui travaille pour eux. Mais souvent, les ultra riches, pour devenir aussi riches, font de l'exploitation. Ils vont baisser le coût à tout prix de leur main d'œuvre. Donc déjà en baissant des effectifs, ce qui va mener à du surmenage, en payant moins, ce qui va mener à de
la pauvreté, mais ce qui va leur rapporter de l'argent à eux. Alors c'est pas pour dire que leur taf de chef d'entreprise n'est pas important. Au contraire, il l'est vraiment. Parce qu'avoir l'idée, avoir la réflexion, c'est pas à la portée de tout le monde. Et pour pouvoir mener des géants comme Amazon ou Facebook, faut pas être le dernier con du village. Il y a une succession d'idées, de réflexions, de remises en question, et il y a énormément de qualités qui sont mises en jeu. Le fait de savoir recruter les bonnes équipes, de négocier intelligemment et fermement. Et toutes ces qualités, elles sont reflétées par des services qui sont rendus. Malgré l'exploitation des employés d'Amazon, on est très content d'avoir Amazon. On utilise tous Amazon. Pourquoi? Parce que ça améliore notre vie tellement c'est putain de pratique. Et même si sur les réseaux sociaux, le débat est un peu plus houleux, si tout le monde a Instagram, si tout le monde a Facebook, c'est parce que c'est putain de pratique et que ça nous détend. Oh, c'est génial quoi. Bref, tout ça, ça fonctionnerait pas si c'était pas utile, si c'était pas finement organisé. Et pour ça, tout le monde ne peut pas devenir un Jeff Bezos. Tout le monde ne peut pas être Mark Zuckerberg. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'exploiter à mort des employés. Et c'est pour ça qu'on dit que les riches sont des connards. Parce que les patrons, en particulier des entreprises les plus riches, ont la vie de la société entre leurs mains et s'en servent pour en tirer, extraire le maximum de jus, tout ça pour avoir le plus de thunes possible. Ok, mais est-ce qu'on est obligatoirement censé exploiter les autres pour devenir riche? Et là vient donc mon contre-exemple absolu, Paul McCartney. Ok, bah voilà, j'adore Paul McCartney. Ok, voilà, je te l'ai, mon milliardaire que j'aime bien, voilà. Paul McCartney est devenu milliardaire en 2024. Pour les rares qui ne connaissent toujours pas Paul McCartney ni son secteur d'activité, c'est un musicien, interprète, compositeur, qui est aujourd'hui principalement connu pour avoir été un des membres des Beatles. Les Beatles, qui est le groupe de musique le plus populaire de tous les temps. À l'heure actuelle, c'est le 3e musicien le plus riche du monde, devant Taylor Swift. Et son parcours est tout à fait intéressant à prendre en exemple, et surtout à comparer avec celui des 3 autres membres du groupe. À la dissolution du groupe en 1970, John Lennon, qui était le membre le plus populaire incontesté des Beatles, s'est consacré à sa carrière solo avec sa femme Yoko Ono. Et en gros, comme d'habitude, ses seules préoccupations dans la vie étaient être un connard, se foutre de la gueule de ses anciens collègues et fumer des joints. John Lennon quoi. Résultat, il a assassiné en 80 dans son propre immeuble à l'âge de 40 ans pour avoir dit 15 ans plus tôt que le rock'n'roll c'était plus populaire que Jésus. Même si il a pas complètement tort dans l'idée. Mais ça c'est un autre sujet. Les 2 autres gars du groupe, George Harrison et Ringo Starr, ils se sont principalement consacrés à leur musique. Et Paul McCartney, de son côté, s'est plutôt diversifié en fait. Il a fait différents groupes, plein de concerts, des collabs, des featuring, il a été pote avec Michael Jackson, et il a surtout fait attention à comment il a dépensé son argent. Par exemple, il a demandé à AMG de racheter ses anciens tubes des Beatles pour pouvoir ensuite en refaire des concerts. Non seulement pour avoir des droits sur des tubes interplanétaires et intergénérationnels, mais aussi pour pouvoir jouer ses propres chansons pendant ses concerts. Concerts, argent. Et même si malheureusement Harrison est décédé d'un cancer en 2001, Ringo, lui, s'en est très bien sorti dans sa vie. Et celui qui s'en est le mieux sorti, évidemment, c'est qui? Bah, c'est McCartney. Parce que c'est le mec qui a fait attention. C'est le mec qui a réfléchi, qui a dépensé son argent correctement. Et au final, aussi fulgurante a été la popularité de John Lennon, aujourd'hui, McCartney est plus populaire que John Lennon ne l'aura jamais été. Et ça, bien que John Lennon reste un symbole. McCartney a su s'imposer dans le temps. Et pas pour rien, hein. Parce qu'avec toute cette thune qui s'est amassée, il s'est éclaté, quoi. Des financements de films, de jeux vidéo, de concerts, de patati, patata, patata, patati. Fait tellement de trucs, j'ai même pas assez de doigts avec mes pieds pour tous les compter. Et c'est des trucs qui ont apporté énormément de bonheur à beaucoup de gens. Par exemple, avec ses concerts, il y a plein de gens qui avaient pour rêve de voir McCartney sur scène. Et ils ont pu le voir grâce à ses concerts. Et puisque ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il est plus dans les Beatles, il s'entoure de musiciens qui vont être payés. Les gens qui s'occupent de la scène, pareil, ils sont payés. Toute l'industrie du spectacle est soutenue grâce à McCartney. Tout le monde a envie d'être pote avec McCartney, et McCartney, par sa simple existence, apporte du bonheur à des millions, et même des milliards de gens, je dirais. Et comme on l'avait vu dans la vidéo de la pop, le bonheur, aussi pas concret ce soit, ça va forcément avoir une influence concrète sur des choses, d'une manière ou d'une autre. Et donc McCartney a su apporter énormément de positifs dans nos réalités, et ça sans pour autant trahir son éthique de travail. Donc forcément, il a apporté plus de positifs que de négatifs dans notre monde, car c'est tout simplement Paul McCartney. Et là, j'ai pris l'exemple de Paul McCartney juste parce que je le connais bien. On se prend un petit café tous les samedis matins, mais ça peut s'appliquer sur énormément d'autres artistes. En tout cas, dans mon exemple, Paul McCartney, c'est bien la preuve que on peut être riche tout en étant pas un connard. Et donc non, être riche, ça veut pas dire que t'es un connard. Ça veut seulement dire que t'as énormément de puissance entre tes mains et tout dépend de ce que tu vas en faire. On peut en faire du bien, comme par exemple McCartney, mais on peut trouver par exemple que le bien qu'apporte McCartney, il est trop de surface, il est pas assez militant, il apporte pas assez de réponses à des problèmes concrets de notre réalité. Et je pourrais pas vous donner tort, c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, d'autres riches,
riches qui se consacrent à ces problématiques. Mais la fortune colossale que s'amassent des Jeff Bezos ou encore des Elon Musk est simplement symptomatique de l'exploitation d'un système. Un système qui est déjà inégalitaire et que n'ont pas forcément envie de changer. Et je pense maintenant que si vous voulez contrebalancer cette exploitation, vous avez toutes les clés en main pour le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors là, il y a le nettoyeur qui va pas tarder à arriver pour me nettoyer, donc il va falloir que je fasse vite. J'ai sorti un album hyper anticapitaliste qui s'appelle Sexpot Revenge, il est disponible sur toutes les plateformes à l'heure actuelle. Vous pouvez également l'acheter en format physique en édition limitée, CD sur lequel il y a d'ailleurs quelques pistes secrètes qui n'apparaissent pas sur les plateformes de streaming, quand même donner des avantages aux membres premium, parce que l'argent. Toutes les infos relatives à mon activité musicale et artistique dans son ensemble sont disponibles sur mon Instagram, suivez-moi sur mon Instagram, vous pouvez trouver tous les liens en description, et je vous souhaite de passer une agréable journée en ce temps ensoleillé. Bande de petits PD. Volonté